Je suis très heureux de recevoir une fois de plus, parce que je crois que tu es venu au moins 2 fois, il me semble. Mais au moins une fois, en tout cas je me souviens de la dernière, nous parler de la causalité du temps. Et donc ça me fait très plaisir de t'accueillir encore une fois ici. Et je me suis donc posé des questions, puisqu'à chaque fois on doit présenter l'orateur. Je me suis dit, comment vais-je présenter Étienne Klein? Alors je me suis dit, peut-être le meilleur moyen, c'est de présenter ce que tu n'es pas. Comme ça me permettra de parler moins longtemps. Sinon, je vais prendre tout ton temps de parole, ce qui est un peu embêtant. Alors je vais essayer donc de faire court. J'ai décidé d'être le plus court possible. Simplement mentionner que tu es directeur de recherche au CEA, que tu es chef du laboratoire d'épistémologie au CEA, et peut-être quand même pour donner un petit détail d'actualité sur ce que tu fais, que tout le monde connaît à peu près ici, hein, donc c'est pour ça que je ne vais pas en rajouter. Ton dernier livre s'intitule En cherchant Majorana, qui est donc tout à fait en lien avec ce que tu vas dire ce soir, et ce livre passionnant qui parle d'un personnage passionnant, je pense que c'est un moyen peut-être de nous dire peut-être une petite brève, une petite actualité concernant ce qui se trame au CERN. Et ensuite, je te laisserai la parole pour nous parler de l'efficacité des mathématiques en physique. Merci beaucoup, Étienne. Merci, bonsoir à tous. Merci, Daniel, pour cette invitation, cette présentation. D'abord, bonne année à tous. On est encore dans les temps, je crois. Donc, Majorana, pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel, c'est un physicien sicilien qui a disparu en 1938 à l'âge de 31 ans dans des conditions mystérieuses. Donc, l'information que je peux donner, c'est qu'on ne l'a toujours pas retrouvé. On ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. Mais en effet, il y a une actualité intéressante au CERN qui n'a pas directement à voir avec Majorana, mais peut-être vous avez lu dans la presse que les 2 grosses expériences du LHC, qui s'appellent Atlas et CMS, ont vu un petit excès d'événements par rapport à ce que prédit le modèle standard, dans une zone qui est à 750 GeV, donc une masse très lourde. Alors, il ne faut rien promettre parce que l'écart type, enfin la statistique n'est pas suffisante pour qu'on puisse dire que c'est un vrai signal et non pas du bruit de fond. Mais c'est quand même un écart type qui commence à être consistant. La machine est arrêtée pour les vacances, pour l'entretien, donc il n'y a pas de prise de données en ce moment. Et donc on sait simplement que si cette particule existe, et j'insiste, ça reste à confirmer, c'est une particule qui se désintègre en 2 photons, donc elle est neutre, et il se pourrait, bienvenue madame, ne partez pas, on vous dit bienvenue. Bon, bref, il se pourrait que ce soit une particule qui soit sa propre antiparticule, c'est-à-dire une sorte d'objet que Majorana avait prédit en 1937 dans un article qui est abondamment cité aujourd'hui. Mais le sujet de ce soir, ce n'est pas les particules, c'est le lien entre les mathématiques et la physique. Pour le dire de façon simple, la question que je voudrais tenter de poser, c'est pourquoi est-ce que les physiciens font des mathématiques? Est-ce qu'ils utilisent toutes les mathématiques ou simplement une partie des mathématiques? Et d'où vient ce qu'on pourrait appeler l'efficacité des mathématiques en physique? Alors c'est une question assez compliquée, et avant de l'aborder, il faut que je dise 2-3 choses sur le statut des mathématiques. Plus exactement, interroger la question de savoir est-ce que les objets mathématiques, les concepts, si vous préférez, est-ce que ce sont des choses qui existent ou pas? Et si elles existent, dans quelle sorte de réalité sont-elles? Et donc ça, c'est un très très vieux débat, comme vous le savez. Et je voudrais l'illustrer par 3 ou 4 questions. Alors, je ne vais pas rester très loin de mes notes parce que j'ai des citations de temps en temps à lire. Mais la première question, c'est qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que les objets mathématiques, alors je dis objets, je pourrais dire concept, bon, on peut discuter du vocabulaire, semblent avoir un mode d'existence particulier, au sens où ce sont des objets qui ne sont ni naturels, ni artificiels. Ils sont réels, j'insiste, c'est ce qu'on pense tous, mais ils n'existent pas.
Voilà. Alors, à condition de prendre le mot exister dans le sens qu'on lui donne en philosophie. Exister, c'est pas être. Exister, c'est devenir dans l'espace et dans le temps. Il y a ex, c'est-à-dire c'est sortir de l'être pour devenir. Bon. Et donc, les objets mathématiques sont réels, mais ils n'existent pas. Ils ne deviennent pas dans le temps et dans l'espace. Et donc, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une histoire des mathématiques. Par exemple, il y a une histoire de la démonstration des théorèmes. Mais la vérité des théorèmes, elle, n'a pas d'histoire. Pour ne prendre qu'un exemple, le théorème de Pythagore a une valeur de vérité qui transcende l'historicité de sa démonstration. Et on est tous d'accord pour dire que le théorème de Pythagore était vrai avant même qu'on le découvre. Donc, on a là affaire à des choses qui sont, mais qui n'existent pas, ce qui leur donne un statut très particulier. Deuxième point que je voulais citer en guise de question, est-ce que les mathématiques sont à la marge de la réalité empirique, physique si vous préférez? Est-ce qu'elles existent ou est-ce qu'elles sont réelles dans une sorte d'ontologie, sinon éthérée, du moins surplombante, aérienne, qui serait séparée de la réalité physique? Autrement dit, est-ce qu'elles existent dans une sorte d'ailleurs par rapport au monde physique? Ou bien est-ce qu'il faut les inclure dans une sorte d'extension intégrale du réel? En disant, le réel, finalement, c'est la totalité de ce qui est réel, c'est-à-dire les choses physiques, le monde physique, l'univers, et puis les mathématiques qui permettent de le comprendre. Est-ce qu'on doit étendre la notion de réalité jusqu'à y inclure les mathématiques? Voilà des questions que les philosophes discutent depuis très longtemps. Et enfin, il y en a une troisième qui est peut-être la plus importante. C'est le débat entre les platoniciens et les autres, qu'on pourrait appeler les formalistes. Est-ce que les mathématiques sont une ontologie ou est-ce qu'elles sont simplement un jeu de langage? Voilà. Alors, je ne vais pas aller très loin dans cette question, mais pour ceux que ça intéresse, je vous recommande la lecture d'une discussion qui a eu lieu, je crois, il y a une vingtaine d'années, entre Alain Kohn, mathématicien que vous connaissez, platonicien, même surplatonicien, on pourrait dire, qu'il a eu avec André Lichnerowitz, qui est un spécialiste de géométrie différentielle, qui à l'époque était professeur au Collège de France. Ils ont une discussion sur ce point qui est absolument passionnante. Je vous cite des extraits pour que vous compreniez les enjeux du débat qui auront une conséquence dans la suite de ce que je vais dire. Voilà ce que dit Lichnerowitz dans la discussion. Il dit que pour les mathématiciens, l'être avec un grand E, est mise entre parenthèses. Pour les mathématiciens, l'être des choses sur lesquelles ils raisonnent n'est d'aucune importance pour eux. Donc ils ont affaire à des espèces de symboles qui construisent, qui mettent ensemble, mais ils ne leur font pas correspondre à une réalité précise. Il faut considérer, dit-il, les mathématiques comme un système de déduction logique obtenu à l'intérieur d'un langage, à partir d'axiomes, et donc nier le caractère ontologique de la réalité mathématique. Alors on pourrait dire, mais finalement, quand on fait des mathématiques, qu'on soit platonicien, quand on concourt à une réalité des mathématiques ailleurs que dans le monde empirique, ou qu'on soit formaliste, peu importe, on fait les mêmes mathématiques. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, c'est ce qu'on observe. Alors, en tout cas, c'est ce que disent les mathématiciens qui font des mathématiques. Ils n'ont pas à se prononcer sur leur propre épistémologie des mathématiques. Mais il y a un cas, je l'ai découvert ça par hasard il n'y a pas très longtemps, il y a un cas qui fait exception et qui est le sens qu'on donne au théorème de Gödel. Alors, je vais vous lire la définition du théorème de Gödel telle qu'on la lit sous la plume d'un structuraliste, par exemple Lichnerowitz. C'est d'ailleurs la forme que moi j'ai apprise dans mes études et que sans doute vous-même vous avez lu ici ou là. On répète à l'envi que le théorème de Gödel dit que dans un système axiomatique donné, basé sur l'arithmétique, il faut quand même qu'il y ait des nombres, il y aura toujours une proposition indécidable dont on ne peut pas savoir si elle est vraie ou fausse. Donc elle est indécidable au sens où sa valeur de vérité n'est pas fixée par l'axiomatique. Elle est en lévitation en matière de vérité ou de fausseté. Elle n'a pas de statut de vérité ou de fausseté, elle est
indéterminée. L'axiomatique ne permet pas de dire si elle est vraie ou fausse. C'est comme ça que j'ai appris le théorème de Gödel. Et sans doute vous aussi. Maintenant, si vous lisez le théorème de Gödel sous la plume de Gödel, ce que personne ne fait jamais, et notamment quand vous voyez la définition qu'on en donne dans les livres américains, vous trouvez ceci. Toute axiomatique basée sur l'arithmétique contient toujours une proposition vraie qui n'est pas démontrable. C'est pas la même chose. D'accord ? Elle est vraie, mais elle n'est pas démontrable. Ça veut dire qu'elle est vraie, mais on ne peut pas le démontrer dans l'axiomatique. Elle a une valeur de vérité fixée, mais qui nous est inaccessible. C'est pas du tout le même truc. Et dans la discussion que Lichnerowitz a avec Alain Cohn, Lichnerowitz dit « Moi, je ne comprends rien à ce théorème ». Il dit « Je ne comprends pas ce que veut dire une proposition vraie et non démontrable. Comment est-ce qu'on peut la dire vraie si elle n'est pas démontrable ?» Et pour lui expliquer, Alain Cohn propose une analogie que je trouve vraiment intéressante, en tout cas éclairante. Il propose la comparaison avec un tribunal où on juge une personne mise en examen. Il y a des pièces à conviction qui sont l'équivalent des axiomes dans l'axiomatique. Si à partir des pièces à conviction dont dispose le tribunal, vous pouvez démontrer que tel événement a eu lieu, alors à l'intérieur du tribunal, on dira, ben voilà, cet événement a eu lieu, on l'a prouvé. Mais il peut y avoir des événements qui ont eu lieu à l'extérieur du tribunal, dont le tribunal ne peut pas établir la preuve. Donc ce sont des événements qui sont vrais, mais qui ne sont pas démontrables dans le cadre de l'axiomatique dont dispose le tribunal, c'est-à-dire l'ensemble des pièces à conviction qu'il a à disposition. Et donc, vous voyez, il y a peut-être d'autres cas que vous connaissez, moi c'est le seul que j'ai pu identifier, des situations où selon qu'on est platonicien ou formaliste ou structuraliste, on ne comprend pas le théorème de Gödel de la même façon. Alors, un peu plus loin, et je terminerai avec ces questions, disons, de statut des mathématiques ou d'ontologie. Alain Cohn, un peu plus loin dans la discussion, dit une phrase assez étonnante. Il dit « Je crois qu'un des critères d'une vraie compréhension du monde physique extérieur, c'est notre capacité à comprendre sa position à l'intérieur du monde mathématique. » Bon, ça, j'avais jamais vu une phrase aussi platonicienne, et même surplatonicienne. Parce que pour Platon, il y a deux mondes. Il y a le monde empirique et il y a le monde des idées. Là, il y a le monde des idées qui contient, ou qui englobe, ou qui précède le monde empirique. Et Alain Badiou, dans un livre tout récent que peut-être vous avez lu, qui s'appelle L'éloge des mathématiques, dit à peu près la même chose en disant que, par exemple, un accélérateur de particules, comme le LHC que j'ai cité tout à l'heure, c'est de la théorie matérialisée. C'est-à-dire qu'on a fabriqué un objet physique qui fonctionne grâce à des mathématiques qui ont permis de le concevoir, de le construire. Donc le monde physique serait une sorte d'émanation, en partie construite, d'un monde de mathématiques beaucoup plus éthéré. Alors, pour finir par une note assez drôle sur ces histoires de réalité des mathématiques, il se trouve que la classification des grandes écoles en France, elle repose sur des conceptions des mathématiques qui datent de l'Antiquité. Il y a en gros trois personnes dont les noms reviennent toujours. Pythagore, Platon, Aristote. Alors que dit Pythagore ? Que tout est mathématique. L'essence du monde, ce sont les nombres. Le monde est mathématique. Évidemment, l'école qui s'inspire de Pythagore, c'est celle dont le surnom c'est une lettre X, Polytechnique, ou même les cours d'économie sont des cours de mathématiques. Puis les écoles qui viennent un peu après sont des écoles platoniciennes, dans lesquelles, finalement, les mathématiques sont un langage intermédiaire entre le monde empirique et puis le monde des idées. Et puis les écoles qui viennent après, c'est les écoles aristotéliciennes, qui considèrent que les mathématiques sont simplement une émanation du monde empirique
Il y a toujours quelque chose autour de nous qui inspire les concepts, qui nous permet de les penser, de les formaliser. Et donc les mathématiques servent essentiellement à faire des feats de courbes expérimentales et ont toujours une impulsion empirique à leur origine. Et ce que j'essaie de vous montrer, c'est que ni Platon, ni Aristote, ni Pythagore ne peuvent expliquer aujourd'hui ce qu'on appelle l'efficacité des mathématiques en physique. C'est jamais très bon d'être complètement pythagoricien. Il y a même une blague qui traîne à Centrale, hein, pour se moquer des polytechniciens, mais je pense qu'à Polytechnique, il y a des blagues sur les centraliens, mais la blague qu'on raconte à Centrale, c'est justement pour dire qu'il ne faut pas être trop pythagoricien. C'est une blague qui raconte que 2 polytechniciens partent dans la brousse pour leurs vacances, plantent une tente, et au petit matin, il y en a un qui sort la tête de la tente et qui voit l'autre polytechnicien qui court autour de la tente en étant poursuivi par un lion. Donc il s'inquiète, et l'autre qui court dit à celui qui est resté dans la tente « Ne t'inquiète pas, le danger est plus apparent que réel, car j'ai 2 tours d'avance. » Voilà, ça c'est un raisonnement de pythagoricien, si vous voulez. Alors maintenant, j'en viens au sujet, proprement dit, qui consiste à examiner et à tenter de comprendre la nature du couplage qui existe entre la physique et les mathématiques. Et donc la question, si vous voulez, c'est par quel miracle les êtres mathématiques, qui sont abstraits et immuables, s'associent-ils à la détermination des êtres physiques qui sont soumis, eux, à la contingence, à la mobilité et au devenir? En termes plus simples, comment ce qui est peut-il aussi bien s'accorder à ce qui devient? Et je pense que on a tous fait des expériences au lycée, pour certains d'entre nous plus tard qu'au lycée. Même quand vous faites une expérience en classe de seconde avec un petit circuit électrique, vous faites des calculs à partir de ce que vous avez appris, la loi d'Ohm, les circuits RLC, vous faites des calculs, vous faites des applications numériques, et si tout se passe bien, quand vous faites l'expérience, en travaux pratiques, vous mesurez quelque chose, et si tout se passe bien, vous retrouvez la valeur que vous avez calculée. On fait ça de façon très banale, mais en fait c'est une sorte de miracle. Comment se fait-il que des calculs permettent de dire à l'avance une mesure? C'est ça qu'il faut interroger, et c'est ce que je me propose de faire ce soir. Alors le début de l'histoire, c'est Galilée qui le lance. En fait, c'est une question qui ne s'est jamais posée avant Galilée, puisqu'il n'y avait pas de physique mathématique avant Galilée. Galilée écrit ce texte que sans doute vous connaissez, mais qu'il faut lire entièrement. Dans un livre qui s'appelle L'Essayeur, il écrit « La philosophie est écrite dans ce vaste livre qui constamment se tient ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, et on ne peut le comprendre si d'abord on n'apprend pas à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Or, il est écrit en langue mathématique, et ces caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans lesquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. » Vous voyez que Galilée, là, il pense à la géométrie, beaucoup plus qu'à l'algèbre. Il parle de figures. Mais c'est le mot « humainement » qui m'intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire « humainement » ? Sans lesquels il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Et si on lit la suite du livre de Galilée, on s'aperçoit qu'il ne répond pas à la question, il ne se pose même pas la question de ce qu'il a voulu dire par humainement. Mais évidemment, la question se pose quand même. Est-ce qu'il veut dire que les mathématiques sont le langage de l'homme, ou bien est-ce qu'il veut dire que les mathématiques sont le langage de la nature? D'accord ? Si c'est le langage de l'homme, ça veut dire que ce langage étant plus précis que le langage ordinaire, va nous permettre de poser des questions très précises à la nature, qui a un autre langage que celui-là. Si au contraire on dit que les mathématiques sont le langage de la nature, alors il faudra que nous apprenions ce langage pour pouvoir entrer en relation avec elle. Et vous voyez que la façon dont on répond à cette question détermine le statut de l'expérience. Si vous pensez que les mathématiques sont un langage humain et non pas le langage de la nature,
quand vous faites une mesure, vous forcez la nature à cracher des nombres qui ne sont pas dans son langage. Donc c'est une opération active et non pas passive. Si au contraire les mathématiques sont dans le langage de la nature, une mesure n'est qu'une sorte de sténographie qui nous permet de parler le même langage qu'elle. Et évidemment, ces questions-là ont été discutées par les philosophes. Alors, je ne sais plus quel auteur français disait la philosophie, c'est comme la Pologne, c'est plat, c'est plein de marécages, et c'est souvent envahi par les Allemands. Donc, je vais vous citer les propos de deux philosophes allemands qui illustrent deux positions antagonistes, qui ont utilisé finalement cette phrase pour le profit de leur propre philosophie. Donc, le premier, vous l'avez reconnu, c'est Kant. Et Kant, dès la critique de la raison pure, dès l'introduction de la critique de la raison pure, il parle de Galilée. Et voilà ce qu'il dit. Quand Galilée fit rouler ses boules jusqu'au bas d'un plan incliné, il se produisit une illumination pour tous les physiciens. Ils comprirent que la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même selon son projet, qu'elle devrait prendre les devants avec les principes qui régissent ses jugements, et forcer la nature à répondre à ces questions. Forcer la nature à répondre à ces questions, et non pas se laisser conduire en laisse par elle. La science galiléenne inverse la priorité qui avait été établie par les Grecs. La science de Galilée ne règle pas son projet sur les possibilités de la nature, elle règle la puissance de la nature sur la construction qu'elle a en projet. Donc, fin de citation. Pour Kant, il incombe à la raison humaine de se faire respecter par la nature. Elle doit s'adresser, là je cite à nouveau, elle doit s'adresser à la nature en tenant d'une main ses principes et de l'autre main l'expérimentation qu'elle a conçue d'après ses principes, certes pour recevoir les enseignements de cette nature, quand même, mais pas à la façon d'un écolier qui se laisserait dire tout ce que veut le maître. Elle doit plutôt se comporter comme un juge qui force les témoins à répondre aux questions qu'il leur soumet. Fin de citation. Un texte incroyable. L'expérimentation, pour Kant, c'est une opération de torture. On oblige la nature à parler notre langage. Donc les mathématiques, vous l'avez compris, pour lui, sont de notre côté. Elles sont humaines, et non pas du côté de la nature. La raison mathématique devient une sorte de tribunal qui convoque la nature pour qu'elle réponde aux questions que la raison lui pose. Ça, c'est le premier auteur. Le second que je voulais évoquer, c'est Husserl. Bon, Husserl, vous savez, il a donné pas mal de conférences dans les années 30, après l'avènement du nazisme, qui s'intitulait « La crise de l'humanité européenne ». Ce ne sont pas des conférences dans lesquelles il critique le nazisme, mais il raconte pourquoi le nazisme a pu émerger. Et il explique en fait deux choses. La première, c'est que ce qui a lancé l'Europe, il a fait accéder à ce qu'il appelle la dignité d'une humanité capable de tâches infinies, c'est l'émergence miraculeuse, dit-il, miraculeuse, de la pensée interrogative. Il dit, en Europe, depuis les Grecs, on se pose des questions. Des questions qui ne sont pas simplement des questions qui commencent par comment, mais aussi des questions qui commencent par pourquoi. Et il ajoute, cette humanité européenne connaît une crise, qui est un euphémisme pour dire le nazisme, car elle devient toujours plus étrangère à sa propre essence. Elle abandonne progressivement la pensée interrogative. À qui la faute ? À Galilée. Car, pas à Galilée en tant que lui-même, mais Galilée en tant qu'il a engendré un mouvement qui a été dénaturé. Voilà ce qu'il dit. La révolution galiléenne ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance, l'illusion ou le préjugé. Elle accomplit surtout la substitution par laquelle le monde mathématique, c'est-à-dire le monde des idéalités, est pris pour le seul monde réel. Fin de citation. Et donc,
qui reproche aux mathématiques, c'est d'avoir éliminé tout ce qui est ressorti aux passions, aux émotions, à l'esthétique, etc. Et de nous avoir fait croire que la seule réalité qui vaille, c'est celle que les mathématiques sont capables de décrire. Il écrit « Galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infini ouvert des expériences possibles, mais il s'est comporté en couturier despotique. Il a décrété que le réel ne portait pas d'autres vêtements que celui-là. » Fin de citation. Voilà, bon, je pourrais continuer, mais en gros, ce qu'explique Husserl, qui sera repris par Heidegger, c'est que nous, en Europe, on a abandonné la pensée méditante et on a exclusivement concentré nos questions dans une pensée calculante. Calculante, c'est-à-dire au lieu de poser des questions qui commencent par « pourquoi ?», on pose des questions qui commencent par « comment ». Bon. Tout ça nous approche petit à petit du sujet, qui est la question de savoir, la question, quelle est la question? D'accord? Alors, j'ai trouvé, en faisant des petites recherches, plusieurs variantes de cette question, d'où vient qu'on fait des mathématiques en physique. Alors, il me semble qu'avant même Galilée, il y avait Kepler, qui dit ceci: que peut saisir l'esprit humain à part les nombres et les grandeurs? Autrement dit, ce qu'il dit, c'est que on fait des mathématiques en physique parce qu'on n'a pas le choix. On est obligé de tailler dans le réel, il y a trop de choses, c'est trop diffus, et on doit comprendre des choses plus essentielles que d'autres, qui soient susceptibles d'être décrites par des lois mathématiques simples. Et donc, on fait des mathématiques parce qu'on ne peut pas faire mieux. Et ça a été repris par Feynman, que j'ai représenté ici. Feynman dit ceci: nous faisons des mathématiques en physique faute de pouvoir faire mieux. La physique est mathématique non parce que nous en savons beaucoup sur le monde, mais au contraire parce que nous en savons fort peu. Seules les propriétés mathématiques du monde nous sont accessibles, et la puissance de la physique vient précisément de ce qu'elle a su limiter ses ambitions aux seules questions qui sont mathématisables, et c'est cette limitation qui a rendu la physique efficace. Ça, c'est une idée assez géniale, je trouve. Hein. C'est l'idée que, par exemple, vous posez la question, qu'est-ce que c'est que le temps? Bon, qu'est-ce que c'est que le temps? Là, vous pouvez partir pour une bonne soirée, et même plus. C'est une question qu'on discute depuis très longtemps, et on n'a toujours pas la réponse. Et donc, Galilée dit, mais répondre à la question, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est impossible, c'est trop difficile. Par contre, comment peut-on le représenter mathématiquement pour qu'il devienne une variable opératoire qu'on puisse utiliser dans la description des phénomènes naturels? C'est une autre question. Et trouver le moyen de représenter le temps de façon convenable mathématiquement ne suppose pas de connaître sa nature. D'accord ? Et donc, on a limité nos ambitions. On ne veut plus savoir ce qu'est le temps, mais savoir comment on le représente. Et c'est cette limitation qui a rendu la physique efficace. C'est-à-dire, on peut décrire le temps dans les équations sans connaître sa nature. Deuxième formulation de la question, Einstein. Ça, c'est une question qui a vraiment turlupiné Einstein toute sa vie. Je pourrais vous citer encore d'autres textes, mais je vais me contenter de ces deux-là. Ça, c'est une lettre à Solovine qu'il a écrite en 1952, donc 3 ans avant sa mort. Tu trouves curieux que je considère l'intelligibilité du monde comme un miracle ou comme un éternel mystère, mais a priori, ne devrait-on pas s'attendre à un monde chaotique, insaisissable par la pensée? Et donc Einstein, il s'étonne que ça marche. Il s'étonne qu'on arrive à comprendre des choses, alors que le monde pourrait se livrer à nous. D'ailleurs, il le fait d'une certaine façon, en tout cas à nos sens, d'une façon qui est complètement chaotique. Un peu à une autre époque, il écrit ceci: comment est-il possible que les mathématiques, qui sont un produit de la pensée humaine, donc là, il répond à la question de Galilée, qui sont un produit de la pensée humaine et sont indépendants de toute expérience, donc il n'est pas aristotélicien, puissent s'adapter d'une si admirable manière aux objets de la réalité? La raison humaine serait-elle capable, sans avoir recours à l'expérience, de découvrir par la pensée seule les propriétés des objets réels?
Donc il y a un étonnement. Bon, ça donne un sujet de bac qui est c'est quoi le sujet de bac? C'est ce qui est inintelligible, c'est que le monde soit intelligible, c'est quelque chose comme ça, qu'on attribue à Einstein, mais en fait c'est cette phrase qui a été un peu condensée. Et vous voyez qu'Einstein, lui, pensait que la pensée seule est capable de comprendre les attributs de la réalité. Et c'est ce qui va le mener au paradoxe EPR, etc. Et la suite de l'histoire lui a montré que non, on ne peut pas décider à l'avance ce que sont les propriétés des objets réels. Mais il avait cette idée que la pensée pure est compétente pour dire le monde réel. Et enfin, une formulation qui est intéressante, c'est celle de Gilles Châtelet, mathématicien qui est mort il n'y a pas très longtemps. Comment se fait-il que la mathématique, qui dans les sciences est à la fois la bonne à tout faire et la reine des sciences, soit si utile à cette cuisinière malpropre et performante qu'est la physique? Donc lui, vous voyez, il invoque une hiérarchie des sciences. Les mathématiques, elles sont toujours en haut. On discute d'ailleurs de la question de savoir si ce sont vraiment une science ou si c'est ailleurs. Elles sont au-dessus du reste. Comment se fait-il que, étant en haut, elles s'appliquent en deçà d'elles-mêmes en physique? Comment ça se fait? Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de faire la synthèse de toutes ces questions pour en faire qu'une seule, qui est celle-ci. Comment un ensemble de symboles abstraits, articulés par un jeu de règles précises, issus d'une activité essentiellement, mais peut-être pas exclusivement, intellectuelle, peut-il posséder de telles règles d'adaptation au monde empirique? D'accord? C'est ça la question. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Eugène Wigner, qui était le beau-frère de Dirac. Je le dis parce que donc il a épousé la sœur de Dirac, et quand Dirac présentait sa femme, il disait c'est la sœur de Wigner. Donc moi je le présente comme le beau-frère de Wigner. Il a eu le prix Nobel de physique, mais surtout en 1964, il a écrit un article absolument génial qui est très souvent cité, qui s'appelle The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in Natural Sciences. Et il dit que l'efficacité des mathématiques, en fait, ça relève du miracle, de dons magnifiques que nous ne comprenons pas et que nous ne méritons pas. Comme si l'explication de cette efficacité se situait au-delà des limites de notre compréhension. Et en gros, il dit ça marche, c'est un miracle, on a de la chance, on ne le mérite pas, c'est vraiment un miracle. Okay. Et la question que je voudrais poser maintenant, c'est est-ce que c'est vraiment un miracle ou est-ce qu'on peut comprendre un peu? Voilà. Et avant de poser cette question, il faut d'abord se demander ce qu'on appelle efficace. Et d'ailleurs, vous voyez que quand on traduit cet article en français, on traduit unreasonable par déraisonnable. Mais déraisonnable en français, ça veut dire c'est fou, quoi. C'est irrationnel. Lui, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'il n'y a pas de raison. Il ne dit pas que c'est fou, il ne dit pas que c'est irrationnel. Il dit qu'on n'a pas trouvé la raison qui permette de le comprendre. Donc la traduction française, à mon avis, véhicule un contresens. Et donc, la question que je pose maintenant pour avancer un peu, hein, c'est comme dans Seul sur Mars, hein, il y a un gros problème, je suis tout seul sur Mars, et je vais résoudre les problèmes un à un. D'accord? C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, premier problème, que veut dire efficace? Alors, il y a une première définition qui est basique. Efficace, ça veut dire capacité de prédiction et de rétrodiction des phénomènes. Efficace, c'est-à-dire que vous pouvez prédire une éclipse, qu'elle ait eu lieu dans le passé, rétro-prédire, rétro-dire, ou bien qu'elle ait eu lieu dans le futur. Vous faites des expériences de physique, vous êtes capable de prédire le résultat d'une mesure du courant électrique dans un circuit RLC. Si votre théorie ne permet pas ça, c'est qu'elle n'est pas efficace. Et donc, une théorie est efficace si elle rencontre des phénomènes. D'ailleurs, ça pose une question que je n'ai pas le temps de traiter ce soir, mais qu'est-ce qui se passe quand les prédictions d'une théorie ne sont pas confirmées par les mesures? Ou qu'est-ce qui se passe quand des nouvelles mesures viennent invalider les prédictions d'une théorie? Le réflexe général, c'est de dire la théorie est fausse, il faut en changer. Mais c'est un mauvais réflexe. D'accord? Parce que l'équation peut avoir raison,
Et c'est la mesure qui, tout en étant juste, nous cache des choses. C'est-à-dire qu'il peut y avoir dans le réel des choses que nous ne connaissons pas, qui, si elles existaient, rétabliraient l'accord. Bon, il y a des astronomes parmi vous. Hein. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de Neptune, ou du boson de Higgs, etc. Il y a des tas de choses qu'on a prédites parce qu'on faisait confiance aux lois, bien que les mesures contredisaient les lois. Donc vous voyez que c'est ce premier truc, je ne vais pas trop compliquer le sujet, mais déjà, sauver les phénomènes, c'est pas forcément pertinent, parce qu'on peut sauver les phénomènes avec des lois fausses. Il y a plein de gens qui font ça, notamment les climato-sceptiques. Bon, on peut parler de ça. Deuxième niveau d'efficacité. C'est plus profond, c'est fournir des structures explicatives. C'est non seulement ça marche, ça rend compte des expériences, donc c'est l'efficacité de niveau 1, mais en plus on comprend un peu pourquoi ça marche, parce que mathématiquement c'est cohérent, c'est élégant. Alors l'exemple qu'on peut citer, c'est le modèle standard de la physique des particules. Hein, on décrit les 3 interactions fondamentales, donc 3 des 4 en tout cas, l'électromagnétisme et les 2 forces nucléaires, dans ce qu'on appelle des théories de jauge. Donc on associe à chacune des forces un groupe de symétrie, on prend les théories de jauge et puis on décline tout ça de la même façon pour les 3 forces. Et ça rend compte des résultats des expériences qu'on mène au LHC auprès des colliseurs de particules. Et donc non seulement ça sauve les phénomènes, mais en plus, on a l'impression qu'on a compris quelque chose dans la façon dont les interactions sont structurées. Bon, c'est René Thom qui a beaucoup insisté sur ce point dans un livre qui s'appelle « Prédire n'est pas expliquer ». Et il en avait d'ailleurs profité pour se moquer des physiciens quantiques qui font des calculs qui marchent sans qu'ils comprennent pourquoi ça marche. Et enfin, il y a un 3e niveau d'efficacité qui a été défendu par Alan Cohn et par Freeman Dyson, qui est là. C'est ce qu'ils appellent la générativité conceptuelle. C'est-à-dire qu'en forgeant des nouvelles théories, en tentant des choses, on peut inventer des concepts qui vont ensuite enrichir l'ensemble des mathématiques qu'on peut utiliser en physique. Alors il y a un exemple que peut-être vous connaissez, c'est Hermann Weyl. En 1918, il a écrit une théorie qui essayait de copier la relativité générale pour l'adapter à l'électromagnétisme. C'est-à-dire qu'il a voulu unifier l'électromagnétisme et la gravitation dans un cadre géométrique qui était analogue à celui de la relativité générale. Bon, ça n'a pas marché, pour des raisons physiques qu'on peut parfaitement comprendre, mais ce faisant, il a inventé le concept de jauge, qui a été repris pour décrire nos interactions. Et l'exemple, évidemment, type d'une générativité conceptuelle, c'est la théorie des cordes, des supercordes. Personne ne sait si c'est une théorie exacte, mais en tout cas, elle a généré, dans son développement, toutes sortes de concepts nouveaux, au point que l'un de ses promoteurs a eu la médaille Fields. Donc ça veut dire qu'il y a une efficacité qui non seulement est utile aux physiciens, mais parfois aux mathématiciens eux-mêmes, parce qu'on se pose des nouveaux problèmes et on trouve parfois d'autres façons de résoudre d'anciens problèmes, etc. Donc c'est très utile, même si ça ne marche pas. Et il faut avoir en tête ces 3 niveaux d'efficacité pour comprendre qu'il ne suffit pas de dire ça marche pour qu'on ait épuisé toutes les palettes de sens que peut avoir le mot efficace quand on l'applique aux mathématiques en physique. Ensuite, pour ce qui est des théories, est-ce qu'on peut les classer? Est-ce qu'elles sont toutes du même niveau? Est-ce qu'il y en a qui sont plus sérieuses que d'autres? Alors, là, je m'appuie sur des propositions qui ont été faites par Penrose, que vous connaissez certainement. Lui, il distingue 3 sortes de théories. Il y a les théories qu'il appelle superbes. Les théories superbes sont des théories qui sont efficaces selon les 3 critères que j'ai indiqués. Elles sauvent les phénomènes, elles proposent des structures explicatives et en plus, elles ont permis une générativité conceptuelle. Et donc parmi elles, il y a évidemment la mécanique classique, la relativité restreinte, même générale, l'électromagnétisme de Maxwell, l'électrodynamique quantique. Voilà, ça c'est des théories avec peu de paramètres qui fonctionnent très bien et qui sont mathématiquement très bien analysées. Ensuite, il a ce qu'il appelle les théories useful.
utiles. Alors parmi elles, il met la théorie électrofaite, donc en gros le modèle standard de la physique des particules. Je pense que depuis la découverte du boson de Higgs, il serait d'accord pour la faire monter d'un cran, hein, et dire que le modèle standard de la physique des particules, c'est superbe. Bon, je ne vais pas le faire à sa place. QCD, c'est la chromodynamique quantique, donc c'est la théorie de l'interaction nucléaire forte, qui est une théorie de jauge, mais qui n'a pas été complètement prouvée, il y a encore des zones d'ombre. Il y a le modèle standard de la cosmologie, validé par les résultats de Planck, par exemple. Et puis, il y a ce qu'il appelle les tentative theories, qui sont des théories qui sont à l'ébauche, qui sont audacieuses. Et parmi elles, il y a l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, celui de la théorie des cordes. Et donc voilà, il y a plusieurs sortes de théories, il y a plusieurs sortes d'efficacité. Et la question qu'on pose maintenant, c'est comment comprendre l'efficacité des mathématiques en physique. Alors, il y a évidemment toutes sortes de gens qui ont répondu à ces questions. Pour Pythagore, j'en ai parlé. Hein. La question ne se pose même pas pour Pythagore. Si on est pythagoricien, le monde est mathématique, donc il faut faire des mathématiques pour le comprendre, il n'y a pas d'autre solution. Et cette efficacité est absolument non miraculeuse, elle est en quelque sorte évidente. Ensuite, il y a Platon. Donc Platon, il y a deux mondes, il y a le monde des idées, il y a le monde empirique, les mathématiques font le lien, et donc il y a deux mondes déjà. Il faut accepter l'idée qu'il y ait deux mondes et que l'ontologie des mathématiques est une ontologie séparée par rapport au monde empirique. Et il y a énormément de mathématiciens qui sont platoniciens, Gödel l'était, et beaucoup d'autres le sont, Villani, Cohn, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de physiciens qui sont platoniciens? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais vous voyez que le platonisme pose une question de la correspondance entre les deux mondes. Ça revient à dire que le cerveau du mathématicien a des antennes très spéciales qui lui permettent de se connecter là-haut et de redescendre dans le monde empirique. C'est le cerveau du mathématicien qui fait le boson intermédiaire entre le monde des idées et le monde empirique. Et donc, il y a d'autres questions que je ne vais pas évoquer, mais il ne suffit pas de dire, quand on est physicien, je suis platonicien, pour que cette question soit réglée. Bon. Ensuite, il y a les aristotéliciens. Moi, je ne connais pas beaucoup de mathématiciens qui se réclament de l'aristotélicisme. Peut-être Grothendieck. En tout cas, il y a Gromov qui a fait un long papier sur Grothendieck et qui explique que Grothendieck avait le don spécial de regarder un objet banal. Tout le monde autour de lui considère cet objet comme banal, mais lui procède à une mise en concept en partant de ce qu'il a observé pour atteindre des niveaux d'abstraction qui peuvent être bien supérieurs à ceux qui viendraient d'une démarche plus purement platonicienne. Le kantisme, je ne vais pas y revenir. Le Boris Bohr a écrit un papier intéressant là-dessus. Le formalisme, le naturalisme, l'intuitionnisme, dont j'ai mis Gödel, Changeux, etc. Il y a toutes sortes de variantes, mais à mon avis, aucune ne permet de comprendre d'où vient que les mathématiques en physique sont capables, assez souvent finalement, d'agir comme un treuil ontologique. Voilà, c'est ça pour moi la stupéfaction, c'est-à-dire comment se fait-il que dans une théorie donnée, à partir d'arguments mathématiques, on peut prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques. J'ai cité Neptune tout à l'heure. Vous savez que la découverte de Neptune a été saluée en 1848, je crois, 52, enfin bref, au milieu du XIXe siècle, par la presse en disant que c'est la première planète découverte par le calcul. Découverte fabuleuse. Mais on n'a fait que découvrir une planète de plus. On connaissait déjà les planètes. Donc c'est spectaculaire, mais c'est moins spectaculaire que de découvrir des nouvelles sortes de particules. Par exemple, Dirac, qui prédit le positron, il prédit un objet qu'on n'a jamais vu et qui ne... Vous allez me dire c'est une particule, très bien, mais c'est une sorte de particule qu'on n'avait jamais vue. Le boson de Higgs, découvert en 2012, est décrit par ce qu'on appelle un champ scalaire. On ne connaissait pas de particules décrites par des champs scalaires. Donc on a prédit 48 ans à l'avance la détection d'une nouvelle sorte d'objet physique. Et là, vous voyez qu'on s'éloigne tout à fait de l'idée d'une sténographie du réel. Les mathématiques seraient là pour dire de façon condensée la régularité des phénomènes.
Non, non, on vient dire il existe des choses qu'on n'a jamais vues, qui doivent exister, sinon on ne comprend rien. Et c'est cette puissance-là qu'il faut expliquer. Et je ne crois pas que ces différentes écoles aient bien compris cet enjeu-là. Le problème, c'est la séparation physique-philo. Hein. Les philosophes ne connaissent pas ces choses-là, les physiciens ne s'y intéressent pas, donc on est dans une sorte de trou qui empêche que la question soit posée convenablement. Alors, comme je veux qu'il y ait des questions, je vais vous inviter à réfléchir sur, non pas une réponse à la question posée, mais une piste de réflexion autour de la question. Vous voyez, je suis prudent. C'est le fameux Dirac. Vous savez, Dirac, en 1928, publie une équation qui est là, qui est une équation à la fois quantique et relativiste. Et donc, elle s'applique à des particules qui sont quantiques parce qu'elles sont petites, c'est des particules, et puis relativistes parce qu'elles peuvent aller très vite. Et donc, il fait une sorte de mariage conceptuel entre les principes de la mécanique quantique et ceux de la relativité. Il trouve cette formule avec des matrices ici qui s'appellent des matrices gamma, matrices de Dirac si vous préférez, et il se rend compte qu'il y a des solutions de cette équation qui sont des solutions correspondant à des énergies négatives, donc des particules qui remontent le temps, enfin bref. Et il travaille beaucoup là-dessus. C'est une histoire passionnante, je ne vais pas vous la raconter, mais c'est le passage entre l'écriture de l'équation et l'interprétation de l'équation 2 ans plus tard par Dirac, c'est un truc absolument fabuleux. Mais bref, en 1932, il arrive à la conclusion que ces particules d'énergie négative qui remontent le cours du temps dans les calculs sont en fait des antiparticules d'énergie positive qui suivent le cours normal du temps. Donc il prédit les antiparticules, c'est-à-dire l'antimatière. Et pour le cas de l'électron, l'antiparticule est détectée rapidement par un Américain qui s'appelle Anderson dès 1932. Au passage, Anderson le dit dans son discours de prix Nobel, il n'avait jamais entendu parler de Dirac, et encore moins de son équation, et encore moins du positron. Donc je dis ça parce que dans beaucoup de livres, on dit, voilà, Dirac prédit le positron, un type monte sur une montagne, détecte une particule de charge positive dans le rayonnement cosmique, c'est le positron, comme s'il y avait une relation directe entre le travail théorique et puis la découverte expérimentale. En l'occurrence, cette relation n'a pas eu lieu. Et Dirac, donc, s'intéressait à ces questions, et je rappelle qu'il était le beau-frère de Wigner. Donc je pense que dans la famille, ça discutait pas mal. Et Dirac n'était pas d'accord avec Wigner, parce que lui pensait, à juste raison, que les mathématiques qu'on utilise en physique ne sont pas quelconques. Ce n'est pas toutes les mathématiques, c'est une partie des mathématiques. Et il dit par exemple, dès 1938, vous voyez, il dit « ça serait probablement une bonne chose de donner une préférence à ces parties des mathématiques qui ont un groupe de transformation intéressant en amont d'elles-mêmes. » Autrement dit, les mathématiques sont intéressantes pour les physiciens si elles produisent ou contiennent beaucoup d'invariants, de structures invariantes qui peuvent être des nombres, des classes d'équivalence, des groupes, des formes, etc. Et par exemple, il donne des exemples que je n'ai pas en tête. Vous voyez tout ce à quoi vous avez échappé. Donc il parle, par exemple, de la théorie des nœuds, qui permet d'exhiber un grand nombre d'objets mathématiques qui restent invariants lorsqu'on déforme continuellement un nœud donné. Ça peut être des nombres, des fonctions, des structures. Il parle de la théorie des groupes, évidemment. Il parle de la théorie des fonctions à une variable complexe, qui déploie, elle aussi, des structures très riches en invariants. Il parle de la théorie du groupe conforme à 2 dimensions, qui contient les transformations planes qui laissent invariants les angles mais pas les longueurs. Et il rappelle que ce groupe entretient des liens avec certains systèmes intégrables qui peuvent justement être intégrés en raison même de l'existence de ce qu'on appelle des intégrales premières. Voilà. Donc la fonction à une variable complexe est beaucoup plus présente en physique que la fonction à 2 variables réelles. Voilà. Et donc voilà, les mathématiques des physiciens contiennent plus d'invariants. Bon, ça c'est un premier élément. Alors quand on demandait à Dirac
Mais, parce qu'il disait aussi, mais ces théories mathématiques qui contiennent beaucoup d'invariants sont belles. Alors on lui demandait d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce que vous voulez dire par belle? Et il a répondu une fois, vous savez qu'il parlait très peu d'Irak, hein, il a répondu une fois, si vous êtes mathématicien, vous comprenez ce que je veux dire. Si vous ne l'êtes pas, je ne peux pas vous l'expliquer. Dirac, je rappelle, c'est quelqu'un qui ne voulait dire que des choses vraies. Et donc, il ne parlait pas beaucoup. Il répondait par oui ou par non aux questions, mais il n'était pas dans la conversation. Et il y a une anecdote que je raconte souvent, mais qui en l'occurrence va nous éclairer pour la suite, c'est que les gens avaient peur de lui adresser la parole parce que précisément, il ne parlait que pour dire des choses vraies. Donc ils étaient terrorisés. Et Paoli, qui est un de ses collègues, raconte qu'un jour, ils étaient dans le train, en Angleterre, l'un en face de l'autre. Paoli ne sait pas trop comment aborder Dirac, et saisit l'occasion qui lui est donnée, il traverse un champ, il voit des moutons, vous connaissez l'histoire, et Paoli dit « Regardez Dirac, on dirait que ces moutons ont été fraîchement tondus. » Dirac regarde attentivement, il ne veut dire que des choses vraies. Il regarde, il revient vers Paoli et il lui dit « Oui, au moins de ce côté-ci. » Non, ça veut dire que quand nous regardons un objet sous un angle partiel, nous concluons sur sa nature à partir d'un point de vue partiel. Parce que pour savoir qu'un mouton a été tondu de partout, si j'ose dire, il faut en faire le tour. Et on dit qu'il est tondu alors qu'on n'a vu qu'une partie. Là, je dis j'ai un verre devant moi, parce que mon cerveau fait fonctionner une espèce de logiciel d'invariance qui me fait conclure au fait que c'est un verre alors que je n'en ai qu'un point de vue partiel. Pour voir que c'est un verre, il faudrait que j'en fasse le tour et que je vérifie qu'il n'a pas disparu simplement parce que j'ai changé d'un quart de tour ma position. Autrement dit, qu'est-ce qu'on appelle un élément de réalité? Un élément de réalité, c'est un élément qui résiste à un changement de point de vue. Si par exemple vous avez une structure mathématique qui permet de décrire l'électron, et vous observez que si vous faites une rotation autour de l'électron, je ne sais pas moi, d'un quart de tour ou d'un demi-tour, ben, il n'y a plus d'électron. La fonction monde, ce que vous avez utilisé comme ingrédient pour le décrire, a disparu. Ben, c'est que ce n'était pas un électron. Et donc pour qu'un élément de réalité soit un élément de réalité, il faut que la façon de le représenter résiste à certaines transformations. Et donc la façon de le décrire dispose de certains ingrédients d'invariance. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est une piste de réflexion. Je ne suis pas en train de vous dire que je résous la question. Mais peut-être vous connaissez les travaux d'un chercheur qui s'appelle Luc Florac, qui est à Eindhoven, qui a une liste de publications comme ça, qui étudie les mécanismes de la vision. Et il a montré que la vision humaine, n'est pas quelque chose de passif. En fait, quand vous voyez un objet, le cerveau a toute une activité de reconnaissance de forme, par exemple, qui mobilise ce qu'il appelle des invariants géométriques. D'accord? Donc, le voir, ce n'est pas simplement recevoir des informations par le biais des photons qui sont envoyés par les objets dans nos yeux. Voir, c'est une activité cérébrale. Et cette activité déploie des sortes de logiciels internes qui s'appuient sur ces fameux invariants géométriques. Et vous voyez que ce que je viens de dire de la vision et ce que je viens de dire du critère de Dirac, ça se ressemble. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais ça se ressemble. D'où l'idée que, finalement, si nous utilisons des mathématiques en physique riches en invariants, c'est pour voir des choses dans le domaine de l'invisible. C'est-à-dire que ça nous permet de saisir des éléments de réalité à partir de structures qui ressemblent aux structures qu'on attribue aux objets visibles. Voilà. Et donc, ça n'explique pas du tout pourquoi les mathématiques, ça fonctionne en physique. Ça explique simplement pourquoi le point de vue de Dirac était sans doute une bonne piste, en nous permettant de comprendre
pourquoi les mathématiques qu'on utilise en physique ne sont pas toutes les mathématiques, mais des mathématiques particulières. Voilà. Je m'arrête là pour la suite de la question, parce que je n'ai pas répondu à la vraie question, évidemment, qui reste en partie miraculeuse. J'attends vos questions. Eh bien, moi, j'attends. Je passe la parole au public. Bonjour. Bon, je ne sais pas comment. Enfin, là, ce serait peut-être trop long pour répondre, du coup, mais comment vous verriez les rapports possibles ou non possibles, enfin, entre mathématiques et sciences sociales, c'est-à-dire l'application des mathématiques ou la sociologie, enfin, vous savez comment c'est utilisé, d'ailleurs, en économie, alors la modélisation économique, etc. Mais en fait, votre question, j'aurais dû l'évoquer au moment où j'ai parlé de la formulation par J. Châtelet. Il dit comment ça se fait que les mathématiques s'appliquent si bien en deçà d'elles-mêmes. Et il parle de la physique. Mais on pourrait se demander pourquoi les mathématiques ne s'appliquent pas en biologie, par exemple. En tout cas, elles s'appliquent moins bien. Il n'y a pas d'équation fondamentale en biologie, à part celles qu'on retrouve partout en statistiques, etc. Mais il n'y a pas de loi biologique, même. Il y a des fonctions. Il n'y a pas vraiment de loi, il n'y a pas de théorie biologique. Et donc, votre question, c'est un peu la même, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut physicaliser la sociologie? Ou est-ce qu'on peut la mathématiser? Alors, on parlait de Majorana tout à l'heure. Majorana a écrit un article hallucinant en 1932, qui n'a pas été publié de son vivant, en tout cas pas avant sa disparition. Il a été publié en 1942, en 1942, et il se pose la question de savoir si on peut, disons, physicaliser la sociologie. Et donc, le titre, c'est, je crois, l'application de la physique aux sciences humaines. Et il montre que, évidemment, si on en reste aux statistiques classiques, Boltzmann, c'est peine perdue, parce qu'un individu dans une société, c'est pas comme un atome. Un individu, il a un libre arbitre, il a des choix, il a des degrés de liberté que n'ont pas les objets inertes. Et donc, une statistique comme celle de Maxwell-Boltzmann ne peut pas rendre compte des comportements humains dans des collectivités, même quand on augmente le nombre d'individus dans l'échantillon. Mais il dit qu'avec les statistiques quantiques, et ce qui est incroyable, c'est qu'il le dit dès 1932, avec l'indétermination quantique, les histoires de probabilité, etc., on peut peut-être faire écho au libre arbitre des individus dans la description. Mais il ne va pas plus loin, hein. C'est juste une piste qu'il lance. Moi, je pense qu'un être humain, en effet, c'est plus compliqué qu'un objet inerte. On n'est pas soumis à des lois qui sont l'équivalent des lois physiques pour les électrons. Et en fait, il y a une question qui est métaphysique, et là, pour le coup, je pense qu'on n'aura jamais de réponse. C'est quel est le statut des lois physiques? Quand vous êtes ici, là, vous écoutez des astrophysiciens qui vous parlent du Big Bang. Il y en a même qui vous parlent de l'origine de l'univers. Mais à partir de quels ingrédients est-ce qu'ils en parlent? À partir des théories physiques. C'est-à-dire qu'ils supposent que les théories physiques étaient déjà opératoires au début. Et la question est de savoir comment s'est fait l'articulation entre le monde physique et ses lois physiques. Est-ce qu'elles sont immanentes? Est-ce qu'elles sont transcendantes? Est-ce qu'elles étaient fixées à l'avance? Est-ce que c'est l'univers qui s'est adapté à son contenu pour les fixer? Voilà, ça c'est des questions, à mon avis, on ne pourra jamais les traiter. Autrement dit, cette question de l'efficacité des mathématiques, qui semble être une question un peu périphérique et inutile, en fait, elle redevient cruciale quand on essaie de décrire l'univers primordial, puisqu'on se retrouve avec des questions du type poule-œuf en l'absence de coq. Hein. Qui fait la poule, qui fait l'œuf, où est le coq? On se retrouve à la question du pourquoi-comment. Non, mais ce qu'il faut dénoncer, moi, ce que je dénonce, c'est la naïveté avec laquelle on aborde ces questions. Le dernier livre d'Hawking, par exemple, me paraît une naïveté incroyable. Dire, l'univers a pu être créé simplement à partir des lois de la gravitation. Là, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, il y a juste les lois de la gravitation. Il s'appuie sur la théorie des cordes, dont vous savez qu'elle ne contient pas la gravitation a priori. La gravitation est une émanation des principes de la théorie des cordes.
Donc dire que l'origine, c'est les lois de la gravitation, alors qu'elles-mêmes sont déductibles de principes plus fondamentaux qui ne contiennent pas la gravitation, c'est déjà un petit canular. Et en plus, ça ne pose pas la question de savoir comment des lois physiques peuvent engendrer l'univers qui leur obéit. Des lois, ça ne fait pas un Big Bang. Alors, ça me renvoie à ce que tu as dit à propos de Husserl tout à l'heure, qui en gros dit les mathématiques expliquent la réalité d'une certaine façon, mais n'épuisent pas le réel. Alors, il y a en épistémologie quelqu'un que tu connais sûrement, qui s'appelle Feyerabend, et qui a un peu dit là une chose un peu similaire en disant finalement, peut-être pour comprendre la nature, il faut d'abord abandonner la méthode, son fameux livre contre la méthode, et donc en particulier les mathématiques, puisqu'il y a énormément de manières peut-être d'agir sur le monde et de faire des expériences en se passant des mathématiques. Ceci dit, dans son livre, il ne va pas tellement plus loin que ça, hein. C'est une pétition de principe, mais ça va pas plus loin. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses, si tu connais des exemples qui effectivement nous permettent d'agir sur la nature ou de la comprendre sans avoir recours aux mathématiques. Bon, alors déjà, à propos de Husserl, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que les mathématiques n'épuisent pas le réel. D'accord ? En tout cas, sauf preuve du contraire, on est d'accord pour dire que les mathématiques n'épuisent pas le réel. Dans ce que dit Husserl, ça va un peu plus loin, il dit ce qui est dans le réel et que les mathématiques ne décrivent pas est considéré par nous comme inexistant. D'accord ? Et ça, c'est plus grave. Il dit, du coup, on a oublié toutes sortes de choses. On a oublié le questionnement métaphysique. On a oublié ce qui n'est pas susceptible d'être mis sous la coupe de la théorisation mathématique. Les émotions, toutes sortes de choses. Et c'est ça qu'il reproche finalement à Galilée, qui en est nullement responsable, évidemment. Simplement, il a ouvert une porte dans laquelle on s'est engouffré et on est, d'après lui, allé beaucoup trop loin en considérant comme négligeables des choses qui, en fait, nous sont essentielles. Maintenant, l'efficacité dont tu parles sur la nature, par le biais de la technique, par exemple, sans les mathématiques, elle est aussi vieille, je pense, que le genre roman. Si tu vas au musée de l'homme, tu vois que depuis que l'homme est homme, alors, comme le dit un de mes étudiants dans une dissertation que je ne sais pas comment noter, depuis que l'homme fait partie de l'humanité, bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, depuis que l'homme fait partie de l'humanité, il fait des objets sans mathématiques et il a eu un pouvoir d'action sur la nature. Est-ce que tu ne crois pas que dans certains cas, le physicien, en utilisant les mathématiques, invente le réel ? Parce que ce n'est pas un aspect qui n'a pas été abordé. Ben, disons que moi, je ne dirais pas ça, parce que si on le dit, ça voudrait dire qu'en réalité, en détectant boson Higgs, on l'a fabriqué, à partir de plans qu'on aurait nous-mêmes conçus. Et je pense que ça va trop loin de dire ça, et que ce n'est pas nous qui avons fait des clics dans les détecteurs. Ce qui a fait clic, ce n'est pas nous. Maintenant, l'interprétation du signal, des signaux, c'est les physiciens qui l'ont faite, mais il y a des contraintes énormes, et le fait que le Higgs ressemble exactement à ce qui avait été prédit, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Autrement dit, moi je dirais presque l'inverse de toi, je dirais la physique, en l'occurrence, nous permet non pas de décrire le réel, mais de le toucher. C'est-à-dire, on a touché du réel. Et un réel qui, pour autant qu'on puisse le dire, parce qu'il y a toujours des réserves à avoir en tête, mais un réel qui ne dépend pas de nous. Je ne pense pas qu'on l'ait inventé. Parce qu'il faut voir toutes les possibilités autres qui existent de comprendre l'origine des masses en physique des particules. Il y avait d'autres théories, elles ont toutes échoué. Et le fait que le signal ressemble exactement à ce qui était attendu, ça ne peut pas être... Ou alors ça revient à dire qu'à chaque fois qu'un résultat est conforme aux prédictions faites à partir de la théorie, c'est un miracle. C'est un miracle. Hein, c'est l'argument des sociologues des sciences, hein, les plus radicaux d'entre eux, c'est ça. C'est à chaque fois que ça marche, c'est pas parce qu'il y a un contact avec le réel, c'est qu'il y a un miracle à chaque fois.
Il y a quand même un... S'il y a des lasers aujourd'hui, c'est parce que des gens ont tenté plein de trucs et ça a fini par faire de la lumière cohérente. Et donc c'est un désir humain qui a permis le laser. Alors qu'à mon avis, s'il y a des lasers, c'est plutôt parce que 2 ou 3 types comme Max Planck, Albert Einstein et quelques autres ont compris 2-3 bricoles sur les interactions entre la lumière et la matière. Et non pas parce qu'il y avait un désir humain d'avoir des lasers. Il y a un très bel exemple qui va dans ce sens-là, et qui, à mon avis, va contre ce que dit... Kant a l'air de dire qu'on torture la nature. Il faut la torturer, d'une certaine façon. Mais il y a un autre exemple où on ne la torture pas du tout, et pourtant elle répond oui. C'est la fameuse prédiction de Halley sur le retour de la comète. Parce que là, ce n'est pas une expérience dont il s'agit, c'est un calcul, et on est incapable d'agir sur la nature. Ouais. Donc on ne torture rien. C'est le niveau d'efficacité que j'ai appelé numéro 1. Là. Voilà, c'est ça. Et on sauve les phénomènes. Oui. Mais bon, il y a un problème que je n'ai pas abordé, c'est le problème de la mécanique quantique. Le problème de mécanique quantique, c'est le fait de faire une mesure change l'état du système. Donc, ça ne rejoint pas la position de Kant, ce n'est pas une torture. Mais on oblige le système à faire un choix parmi toutes les potentialités que lui donne son vecteur d'état. Donc, il y a pas, non pas c'est pas une torture, mais on change son état. Quoi. On l'oblige à nous pondre une grandeur qui est une valeur propre de l'opérateur associé à la mesure. Bonjour, j'ai une petite question pour vous. J'espère que je vais réussir à la formuler. En fait, effectivement, j'ai l'impression que les mathématiques sont très efficaces, enfin la physique est très efficace pour décrire certains faits réels, mais j'ai toujours l'impression que c'est aussi une espèce de simplification, dans le sens où quand on aborde des choses un peu plus compliquées, les mathématiques ou la physique ont des difficultés pour décrire, modéliser ces choses. Et justement, dans le terme de modélisation, je me demandais si, pour aller au-delà, pour essayer de se représenter du mieux possible le réel, est-ce que des outils comme les modélisations ou les simulations informatiques seraient un pas supplémentaire à le couple mathématique et physique, en fait? Bon, je ne sais pas répondre à votre question. En vrai, je l'entends peut-être d'une autre façon que celle que vous avez utilisée pour la formuler. C'est est-ce qu'il y a des lois fondamentales? Alors dit autrement, est-ce que la nature a un fond? Est-ce qu'il y a un fond? Toute la démarche du XXe siècle, c'est de dire qu'il y a un fond avec des particules élémentaires et des lois fondamentales qui s'expriment dans les situations simples. Donc on a une démarche réductionniste, c'est ce que vous disiez, et puis après on essaie de faire une remontée synthétique en regardant ce qui se passe quand on augmente le nombre de degrés de liberté, le nombre de particules qui interagissent, etc., en continuant de leur appliquer les lois fondamentales et en voyant s'il n'y a pas des nouveaux phénomènes qui apparaissent quand on augmente le nombre de degrés de liberté. Mais on part de l'idée qu'il y a un fond. Or, est-ce qu'il y a un fond? Ou est-ce qu'on a affaire qu'à des structures, à ce qu'on appelle des théories effectives? Il y a des théories qui valent dans un certain domaine, mais qui ne sont pas déductibles des théories qui fonctionnent à des niveaux sous-jacents. Par exemple, la physique nucléaire, pour une grande partie d'elle-même, elle est émancipée ou non connectée au modèle standard de la physique des particules. Quand on fait de la physique moléculaire, par exemple, on se fiche complètement qu'il y ait des quarks dans les protons et les neutrons. Et donc, il y a une sorte d'étanchéité opératoire entre les différents niveaux de structure qui permet de ne pas avoir besoin de toujours se raccrocher aux lois dites fondamentales, mais à travailler à des niveaux effectifs où ça fonctionne très bien. Et on utilise alors des concepts qui ne sont pas directement reliés aux concepts qui fonctionnent à d'autres niveaux. Et moi, je pense que c'est une question ouverte, si vous voulez. C'est une question ouverte. Une autre façon de la poser, c'est celle d'Anderson, le physicien américain, qui avait fait ce fameux papier un peu contre le réductionnisme. En fait, c'est un papier contre les physiciens des particules. Il disait, le titre de l'article, c'était « More is different ». Quand c'est plus, c'est différent. Et le fait que vous voyez des phénomènes émergents, mot très à la mode, mais qui est ambigu. Qu'est-ce qu'on appelle émergent? Un phénomène émergent. Pardon, la supraconductivité, c'est émergent.
Mais est-ce que ça veut dire que ce sont des phénomènes qui sont régis par les lois fondamentales, mais qui n'apparaissent que quand la complexité leur permet d'advenir? Ou est-ce que c'est parce qu'à partir d'un certain niveau de complexité, de nouvelles lois apparaissent? Dans les deux cas, les gens disent c'est émergent. Mais vous voyez qu'épistémologiquement, ce n'est pas du tout équivalent. Soit c'est des nouvelles lois qui apparaissent quand la structure devient complexe, soit c'est des lois qui sont toujours là, mais ne manifestent leurs effets que dans certaines situations. Moi, je ne suis pas Dieu, hein, donc je ne sais pas. Mais la question est posée. Bonsoir, monsieur. Je crains de dire des banalités, mais enfin, il me semble que les sciences de l'homme ne sont pas universelles, en ce sens que c'est une écriture de l'homme, de ce qu'il a pu percevoir, de ce qu'il perçoit, mais pas de tout ce qui existe. Et pour l'homme, par exemple, il me semble que l'homme, par les sciences, serait bien en peine d'expliquer ce qu'il a pu décrire, ne serait-ce qu'aux animaux, par exemple. Il serait bien en peine de le faire. Je veux dire par là que si d'autres formes d'intelligence s'attaquaient à la connaissance, n'émettraient pas telles d'autres formes d'écriture et de conclusion que celles de l'homme. C'est une question, c'est même pas une question d'ailleurs, hein, c'est une opinion. Mais moi, je ne vous suivrai pas dans la première partie de votre propos, c'est-à-dire il y a des gens comme Changeux, que j'ai montré tout à l'heure, qui pensent que toute découverte théorique, par exemple, toute formulation d'une théorie est une introspection. C'est qu'en fait, l'homme ne fait que projeter dans sa compréhension du monde ses propres structures cognitives. D'accord ? Autrement dit, c'est notre cerveau qui fabrique des concepts qu'ensuite nous plaquons sur le monde. Et donc, quand ça marche, en fait, ça nous renseigne beaucoup plus sur notre cerveau que sur le monde extérieur. D'accord ? Et quand ça ne marche pas, il y a une sorte de rétroaction qui vient modifier nos structures cognitives. On voit que la mécanique classique ne marche pas, donc nos structures cognitives s'adaptent et font la mécanique quantique. Bon. Moi, j'y crois pas. Je n'ai pas d'argument vraiment. Moi, je pense que la physique permet d'atteindre, j'appellerais ça moi, un en dehors de l'esprit. Un en dehors de notre esprit. Ce n'est pas nous qui avons inventé l'électron. Nous avons inventé notre façon de le nommer, mais il a une existence qui est au moins aussi sûre qui est même la plus sûre de toutes. C'est-à-dire, moi, j'ai plus d'arguments à vous donner qui prouvent l'existence de l'électron que vous n'en avez à me donner de l'existence de votre voisine de palier que vous avez rencontrée ce matin dans les escaliers. Je pourrais vous dire que vous avez une hallucination, que vous avez rêvé, que vous étiez sous, enfin bref, mais qu'en fait, elle n'était pas là. Alors que pour l'électron, j'ai beaucoup plus d'arguments. Et donc ces théorèmes d'existence que je suis en train d'évoquer ont, je dirais moi, une puissance maximale par rapport à toutes les autres certitudes d'existence qu'on peut avoir pour d'autres choses. Parce que sinon, on va rentrer dans une forme de relativisme. Justement, je voulais te la poser qui, à mon cette avis, question. moi j'ai été très séduit par le relativisme à une certaine époque, mais maintenant je pense que les ravages sont tels qu'il faut arrêter, et que ça devient l'argument qu'on invoque pour justifier scientifiquement la paresse intellectuelle. Donc, quoi Pour justifier quoi on te dit la relativité, c'est un truc d'Einstein, c'est lié au bureau des brevets, mais c'est un truc culturel. Ça n'a pas de valeur de vérité plus grande que n'importe quelle production d'une autre démarche de connaissance. Du coup, pourquoi l'apprendre ? Quand il fait beau, on peut aller jouer au foot. Pourquoi apprendre la théorie des champs ? Voilà. Et les ravages que ça fait chez les étudiants, je parle du relativisme, pas de la théorie des champs, me semblent suffisamment graves pour qu'on mette le haut là et qu'on considère que ces théories précisément ont une efficacité bien supérieure à celle de n'importe quelle autre forme de discours. C'est tout. Vous voyez que je suis prudent.
Seulement. Que c'est branché. Bien. Ouais. Vous avez parlé de Alain Cohn. Et je me rappelle avoir suivi, enfin, essayé de suivre, parce qu'il n'a pas fait de papier là-dessus, son cours avec une géométrie un peu très spéciale. Et est-ce que mon idée, c'était de savoir si un homme comme lui pourrait découvrir mathématiquement un modèle qui expliquerait la non-localité en physique quantique. Et ça, si c'était possible, ça voudrait dire que les mathématiques sont préalables à la physique. Parce qu'ensuite de quoi, s'ils trouvent quelque chose, les physiciens devraient faire une manip pour prouver ce qu'a dit le mathématicien. Et est-ce qu'il existe des mathématiques actuelles? Parce que, bon, prendre des mathématiques qui sont dérivées, bien sûr, de choses connues, n'amène pas de choses inconnues. Mais monsieur Alain Cohn pourrait peut-être le faire. Est-ce que vous avez des notions là-dessus? Non, mais là, vous dites, est-ce que les travaux d'Alain Cohn sur les géométries non commutatives, Oui. si je comprends bien, Oui, permettraient de prédire ou de construire la non-localité en mécanique quantique? De voir ce que c'est, oui, effectivement. Mais elle est dedans, elle est déjà dans la mécanique quantique. On a mis du temps à la voir, mais on sait qu'elle y est, la non-localité. Non, mais attendez, savoir ce Et donc- que c'est. Mais qui peut décrire ce qu'est le couple? Enfin, c'est même pas un couple. Disons, les particules corrélées, quelle est leur nature? Puisque, en fait, elles sont corrélées hors espace et hors temps. Et pourtant, ça existe et on peut Non, pas... elles sont dans l'espace et dans le temps. Simplement, l'espace ou les distances qui les séparent n'ont pas d'effet sur leur corrélation. Elles ne sont pas en dehors de l'espace. Non, ce que fait Alain Cohn, c'est d'essayer de changer la géométrie. Et au lieu d'écrire les coordonnées des points par des nombres réels, comme on le fait d'habitude, de les distribuer en réseaux qui sont décrits par ce qu'il appelle des opérateurs qui ne commutent pas entre eux. Et donc c'est la structure des opérateurs commutatifs ou non commutatifs qui détermine la géométrie. Et donc on a une sorte de discrétisation de l'espace. Et il a appliqué ça à la physique des particules. Donc en effet, il intègre la mécanique quantique dedans. Et ça lui a permis de prédire la masse du boson de Higgs. Voilà. Donc je ne vois pas trop le lien, mais c'est par incompétence, hein, je ne dis pas qu'il ne le fait pas, avec la non-localité qui me paraît être d'emblée inscrite dans les principes même de la mécanique quantique. Oui. Question là-bas. Merci, bonsoir. Je suis plus trop d'accord avec l'idée que les sentiments ou la biologie échappent à la théorie mathématique. Je pense plutôt que c'est parce que les mathématiques qu'on pratique pour le moment sont avec des objets très simples et que les objets biologiques, et encore plus notre intellect et nos sentiments, sont d'un niveau de complexité largement supérieur, même aux groupes simples et ce genre de choses. Mais que en fait, ça ne démontre pas que ça échappe à la théorie mathématique. Non, en effet, mais je n'ai pas dit que ça échappait, ça échappe empiriquement, c'est-à-dire c'est pas fait. Voilà. Et vous voyez bien qu'en allant même sur des choses qui sont plus simples sans doute que les sentiments ou les émotions, prenons l'exemple des marchés financiers, il n'y a plus de maîtrise. D'accord ? C'est même des logiciels qui font les achats à des vitesses très grandes. Et je crois qu'il y a un film qui sort là-dessus récemment, là, qui va sortir. Les gens ne savent pas très bien ce qui se passe. C'est qu'il y a une complexité dans la description des choses et dans le pouvoir d'action des agents qui fait qu'il n'y a plus de maîtrise et plus de compréhension de ce qui se passe. Si vous voulez. Et donc, oui, mais vous voyez que pour comprendre ça, il faut d'une part que les mathématiques soient efficaces à décrire cela et que nous-mêmes nous soyons comprendre de ce que les mathématiques nous disent de ces phénomènes. Parce que vous pouvez tout à fait écrire l'équation de Schrödinger d'un cerveau humain avec comme particules les quarks, enfin peut-être pas les quarks, mais disons les protons, les neutrons des atomes et des molécules qui sont dedans. Vous écrivez l'hamiltonien, et puis vous faites tourner je ne sais pas quel code de simulation, vous allez avoir quelque chose que vous ne comprendrez pas. D'accord ? Donc il y a à la fois la puissance des mathématiques à décrire cela, et notre puissance à nous à comprendre ce que les mathématiques ont décrit. Mais est-ce qu'on ne peut pas se dire aussi que les mathématiques qu'on utilise sont encore en deçà de ce qu'elles pourraient être? On pourrait encore les développer davantage
et avoir un outil plus fin. C'est un problème de... Ouais, mais moi j'ai un fils en terminale et je vois que le niveau baisse. Et l'heure passe. Bon, dernière question. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un délire est mathématique? Est-ce qu'il existerait des délires mathématiques? Oh, je crois que oui. Qu'est-ce que vous appelez un délire mathématique? Je ne sais pas trop, mais enfin disons, si on part de l'hypothèse que tout est mathématisable, enfin au moins en approche, enfin, dans une certaine approche, après tout, un délire peut être mis en équation, non? Ou inversement, une équation peut être considérée comme un délire. Bon, alors, s'il existe des lois du cerveau qu'on puisse décrire à partir de mathématiques adaptées, le cerveau étant capable de délirer, la description du cerveau doit expliquer le délire. C'est comme ça que vous... C'est-à-dire, une bonne théorie du cerveau doit expliquer tous les comportements du cerveau, non? Dont le délire fait partie. Eh bien, sur ces... Je croyais que vous vouliez dire, est-ce qu'il y a des mathématiciens qui délirent? Et la réponse est oui. Sur ces Oui, mots... un exemple qui vient un peu contredire la thèse de Changeux, à savoir qu'on ne fait pas que projeter sur le monde des choses qui sont déjà inscrites dans nos structures cognitives. C'est-à-dire qu'on peut être amené à penser contre son cerveau. D'ailleurs, Bachelard disait faire de la physique, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire, c'est découvrir des choses que notre cerveau ne se sent pas capable de penser. Et quand Planck écrit la loi du corps noir, il n'y croit pas. Il le dit lui-même, il ne croit pas. Mais il l'a découvert, mais il n'y croit pas. Quand Cantor démontre qu'il y a le même nombre de points sur le bord d'un rectangle, sur ce côté-là par exemple, que sur toute la surface, autrement dit que R au carré, R étant l'ensemble des entiers, des réels, a la même infinitude qu'un des côtés, que R, il écrit « je le vois », parce que je l'ai démontré, mais je ne le crois pas. C'est-à-dire que nous sommes capables de découvrir des choses auxquelles notre cerveau ne croit pas. Voilà. Et ça, c'est une sorte d'information qu'il faut prendre en compte dans ces histoires-là, me semble-t-il. Je ne sais pas comment, mais c'est un élément. Je te remercie d'avoir posé beaucoup plus de questions que de réponses données. C'est vraiment le signe même d'une conférence réussie. Merci encore, Étienne. Merci. Et rendez-vous le mois prochain.